شوف خويا راه هادشي ما بقاش كيتسكت عليه، ينعلبوه هاد الملك. قولوا لي سير تعلم من الرئيس الجزائري كيفاش كيهضر مع شعبه. حنا والينا بحال العبيد، لا شرف لا ارض لا صحراء، حشومه والله حشومه. بغينا حقنا، بغينا نعيشوا بكرامه ماشي كل الناس اللي اتفرجت على الماتش كانت بتتفرج على ملحمه. كل الناس اللي كانت بتتفرج على الماتش كانت بتشوف لعيبه بتاكل الارض، كانت بتشوف لعيبه عايزه تبقى جديره بالعلم اللي موجود على صدرها. في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك من أجلك. On commence aujourd'hui avec une image forte, celle d'une femme marocaine, en larmes, qui s'adresse directement au pouvoir sur les réseaux sociaux. Des mots très durs. Et puis elle fait une comparaison pour le moins inattendue avec le président algérien. Oui, une séquence brute, très brute, est devenue virale. Et c'est ça qui est interpellant. Au-delà de l'émotion personnelle évidente, sa diffusion massive montre bien qu'elle touche quelque chose de profond. Une sorte de fissure, peut-être, dans le discours officiel. Exactement, une parole qui échappe. Et cette référence spécifique aux voisins algériens, c'est là, je pense, que l'analyse devient vraiment intéressante sur les perceptions croisées au Maghreb. Tout à fait, parce que l'émotion est là bien sûr, mais la dimension politique est immédiate. Comparer comme ça les styles de leadership, c'est déjà poser un jugement, non ? Absolument. C'est un acte politique en soi, consciemment ou non. Donc, notre analyse aujourd'hui va porter là-dessus. Ce cri, ce malaise exprimé au Maroc, et de l'autre côté, l'écho qu'il trouve dans une certaine image, disons, une mise en scène du pouvoir algérien. Quels symboles sont en jeu ? Qu'est-ce que ça révèle comme aspiration ? C'est comme un miroir en fait. Un miroir tendu entre les deux voisins, mais un miroir peut-être un peu déformant. Il faut décrypter ça ensemble, voir ce que cette image virale et cette comparaison nous apprennent sur les attentes des citoyens et les stratégies de pouvoir dans la région. Sans simplifier, bien sûr. Sans simplifier, évidemment. C'est complexe. Alors, si on revient aux mots précis de cette femme, ils sont d'une violence assez rare. Elle dit quelque chose comme « on peut plus se taire, qu'ils aillent au diable et ce roi aussi ». Dites-lui d'aller apprendre du président algérien comment il parle à son peuple. Nous, on vit comme des esclaves, sans honneur. C'est frontal. C'est extrêmement frontal. L'accusation de mépris, de déconnexion, elle est limpide. Alors la question c'est, est-ce que c'est juste une explosion de colère isolée, une souffrance très personnelle, ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de plus large ? D'une fracture ? Oui, d'une fracture, ou en tout cas d'un sentiment d'abandon qui serait partagé par une partie de la population vis-à-vis de la monarchie. Le fait que la vidéo devienne virale, ça suggère quand même que ça résonne, que ces mots expriment quelque chose que d'autres ressentent. Et cette comparaison avec Tebboune, c'est ça qui est politiquement chargé. C'est le cœur du sujet politique, oui. Utiliser le président algérien comme un modèle positif de communication avec le peuple, surtout venant de quelqu'un dans une telle détresse, ça souligne forcément, par contraste, une perception de distance, de froideur attribuée au pouvoir marocain. Ça vient heurter l'image que le palais Ozan essaie de construire, non ? L'image du roi des pauvres, du monarque proche. Tout à fait. Cette image de proximité, elle est très travaillée depuis longtemps. Mais là, ce cri dit autre chose. Il dit cette mise en scène, ça ne prend plus ou on n'y croit pas. On touche à l'écart entre la communication officielle et le ressenti. Oui, mais alors, est-ce que cette comparaison, en fait, sous le coup de l'émotion, ce n'est pas aussi une idéalisation de l'Algérie, une méconnaissance peut-être des réalités algériennes elles-mêmes ? C'est une excellente question. Et c'est là qu'on entre dans l'analyse des symboles et de la communication politique. Prenez l'exemple qu'on cite souvent pour illustrer cette supposée proximité algérienne. La poignée de main Tebboune-Marès. Exactement. La fameuse poignée de main entre le président Tebboune et le footballeur Riyad Mahrez. Si on regarde la séquence, objectivement, c'est une interaction assez banale, non ? Un chef d'État, une star du foot. Classique, voilà, classique. Rien de révolutionnaire. Mais la perception, l'interprétation qui en a été faite, notamment sur les réseaux sociaux algériens, et même au-delà, c'était tout autre chose. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a parlé d'un geste humain, simple, naturel. Les commentaires soulignaient un président souriant, détendu, confiant,
presque paternelle. L'image a frappé par son apparente spontanéité. Et ça contrastait avec quoi dans l'esprit des gens? Probablement avec une image plus rigide, plus protocolaire, qu'on peut associer, à tort ou à raison, à d'autres chefs d'État et peut-être spécifiquement au monarque. Donc on est en pleine construction d'images politiques, là. Ce surnom qui a circulé Ami Tebboune, ça participe de ça, de cette volonté d'afficher une proximité. Mais la vraie question, c'est: est-ce que cette image, elle colle à la réalité de la gouvernance? Est-ce que c'est juste une façade républicaine, plus moderne en apparence, face à un formalisme monarchique? Que s'il soit stratégique ou sincère, peu importe presque, l'image produit des effets politiques. La perception, c'est une réalité politique en soi. Et le contraste qui est mis en avant ici, c'est celui entre un pouvoir hérité, traditionnel, la monarchie, et un pouvoir qui, en théorie du moins, vient du peuple par les élections, la République. Même avec toutes ses complexités en Algérie, bien sûr. L'argument sous-jacent serait donc: le modèle algérien perçu repose plus sur la confiance, la proximité, alors que d'autres, comme le marocain, selon cette femme, inspireraient la crainte, la distance. C'est un peu ça l'idée qui transparaît. Une légitimité par la proximité affichée contre une légitimité par la tradition et une certaine distance. Du coup, si on suit ce fil, le cri de cette Marocaine, ça dépasse la simple critique de la monarchie. C'est une quête de dignité, en fait. Elle le dit, nous voulons nos droits, nous voulons vivre avec dignité. C'est peut-être ça le cœur du message qui explique pourquoi ça touche autant de monde. Oui, je crois que c'est fondamentalement ça. Le besoin de reconnaissance, de respect. Ne pas se sentir ignoré, ou pire, méprisé par le pouvoir. La perception, toujours la perception, c'est que certains systèmes, par leur nature ou leur pratique, créent une distance vécue comme une humiliation. Alors que d'autres, ou du moins l'image qu'ils projettent, comme ici celle du président algérien, essaieraient de cultiver une forme de sincérité, de proximité, d'humanité dans le pouvoir. Le cri d'un côté, l'image souriante de l'autre. Les deux se rejoignent sur cette exigence de dignité. oui, mais attention quand même aux raccourcis, non? Un dirigeant qui sait se montrer proche, simple, est-ce que c'est forcément un bon dirigeant? Est-ce que ça garantit les libertés, la bonne gouvernance? Bien sûr que non. L'équation n'est jamais aussi simple. Cette communication très humaine, très émotionnelle, ça peut aussi être une technique populiste très efficace, non? Pour masquer d'autres réalités, des problèmes économiques, un manque de démocratie. L'image peut être un piège. C'est la mise en garde essentielle. L'image est un outil. Elle peut servir à tout. Il faut toujours essayer de voir derrière. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans la juxtaposition de ces deux éléments, le cri marocain, l'image algérienne, c'est de ne pas juste les opposer. Mais de les voir... comment alors? Peut-être comme complémentaires, comme les deux faces d'une même médaille dans le paysage politique et émotionnel de la région. D'un côté, le cri exprime le manque, la souffrance, la dénonciation d'un système jugé trop distant, déconnecté. Et de l'autre côté, l'image du dirigeant algérien proche, ça incarnerait, symboliquement au moins, une sorte d'alternative. Une inspiration possible, fondée sur une promesse de plus d'humanité. C'est cette dialectique qui est intéressante. Le besoin exprimé d'un côté et une réponse, pour l'instant surtout symbolique, de l'autre. La grande question, évidemment, c'est de savoir si cette réponse symbolique, cette image de proximité, peut vraiment avoir un impact concret. Si elle peut être un levier pour un changement réel dans la relation entre gouvernants et gouvernés. Exactement. Est-ce que ça peut catalyser ce renouveau dont certains parlent, basé sur plus de justice, de transparence? Ou est-ce que ce ne sont, au final, que des jeux d'images, des stratégies de communication dans un contexte régional qui reste très tendu et difficile économiquement? Ce qui ressort clairement de notre échange, en tout cas, c'est la puissance incroyable des symboles, des perceptions, comment le cri d'une seule personne, amplifié par les réseaux, peut soudain éclairer des attentes très profondes, ce besoin de dignité, de considération, d'une relation moins verticale au pouvoir. Oui, et ça nous pose une question qui va bien au-delà du Maghreb. À notre époque de communication instantanée, de mise en scène politique quasi permanente, comment on fait la part des choses? Comment distinguer la proximité réelle d'une posture bien rodée? D'une stratégie d'image. Voilà, entre le souci sincère de l'autre et une communication qui vise juste à séduire ou à calmer l'opinion. Et puis, derrière ça, est-ce que cette aspiration à des dirigeants plus humains, plus accessibles, est-ce que ça suffit pour changer les structures profondes du pouvoir, les inégalités? Vaste question, la réflexion reste ouverte, clairement.